scellé, un greffier que j'avais vu le matin même. Le commissaire fit quelques pas, s'arrêta à la limite de la cour. Sa voix était claire, formée pour porter. Par ordre de l'administration impériale, la propriété dite Delorme est mise sous séquestre provisoire pour cause de troubles à elle, ordre public et atteinte aux bonnes mœurs. Les occupants sont sommés de se retirer. L'union prétendue entre M. Étienne Delorme et... Il marqua une pause, puis prononça, roulant les syllabes avec un mépris poli. Maouena, dite Marie-Clarisse, est réputée nulle et non avenue jusqu'à avis contraire. La foule murmura satisfaite. Il reprit. Quiconque opposera résistance sera causant de sa propre perte. Je pris une inspiration. Le papier tremblait entre mes doigts, oh non pas de peur, mais d'un trop-plein d'âme. Je levai la copie certifiée, si blanche qu'elle semblait éclairée de l'intérieur. Par ordre de la loi, monsieur le commissaire, voici le nom que vous refusez de voir. Voici la signature que vous refusez de lire. Voici la date, l'heure, le sceau. Si vous êtes la France, prenez cette France entre vos mains sans la déchirer. Si vous êtes seulement un homme, regardez-moi en homme. La pluie commença à tomber, large, lourde, obstinée. Les torches grésillèrent, des gouttes nacrées s'écrasant sur leur feu nerveux. Du Cambon tendit la main. Je ne bougeais pas. « Avancez », dit-il. Sa voix avait changé d'un demi-ton, imperceptiblement. Je fis un pas, un autre. La pluie me couvrait de sel et de ciel. Je descendis les marches, franchis la cour, m'arrêtai à 2 pas de lui. Son parfum de cuir mouillé me piqua les yeux. Je tendis la copie, il la prit. Le monde retint son souffle. Le commissaire cassa le sceau, fit glisser le papier, lut. Très vite d'abord, puis plus lentement. Son visage, habitué à l'immutabilité, eut une secousse brève. Derrière lui, l'Aubry serra les dents. Le prêtre, trempé, se signa. Le greffier regardait ses mains comme si elles appartenaient à un autre. Du Cambon replia le papier, releva la tête, m'étudia. « Madame, » dit-il. Ce seul mot fit frémir la foule comme un animal blessé. Il reprit plus fort. « Madame Delorme, en l'état, la procédure civile n'est pas achevée. Mais il y a matière à... » Il s'interrompit. À son épaule, l'Aubry lâcha un rire sec. La comédie a assez duré. Il bondit en avant, arrachant à un homme une torche encore vaillante, et d'un geste sauvage, la projeta vers la maison. La torche vola comme un oiseau fou une traînée rouge dans la pluie. Elle allait atteindre l'auvent, enflammer les lamelles sèches, courir comme une bête le long de nos murs. Et c'est à cet instant précis, au pli exact où la nuit bascula, qu'une silhouette humaine surgit du fiacre, qu'une voix que je n'avais plus entendue que dans mes rêves fendit l'air rauque hérissé de sel et de fièvre. Non. La torche S écrasa sur la mardée, eau accumulée au pied des marches, et mourut dans un sifflement. Je me tournai. Le monde se resserra en un point unique, ardent, aveuglant. Il se tenait là, vacillant, maigri, le visage creux, la barbe nimbée d'ombre, mais vivant comme un coup de tonnerre. Étienne. Ses yeux trouvèrent les miens, et dans ce regard, il y avait l'océan et la poussière, l'orgueil et la honte, la folie et la grâce. Il fit un pas, puis un autre, et la pluie dessina sur sa joue la route exacte que je suivis, immobile, jusqu'à oublier mon propre souffle. La foule se cabra, un cheval se dressa, un homme cria, un éclair tailla le ciel en deux. Et moi, sur le seuil de la maison que je venais de défendre avec des mots et de j'entendis du Cambon dire très bas, si bas que peu l'auraient entendu, mais l'orage me prêta son oreille. « Si vous entrez, monsieur Delorme, il n'y aura pas de retour possible. Vous signerez votre arrêt. » Étienne sourit, un sourire d'homme qui a déjà brûlé. Je suis revenu pour être arrêté au bon endroit. Puis il franchit la limite invisible entre le monde d'hier et celui que nous inventions, et au moment même où son pied toucha la première marche, je compris que tout ce qui viendrait ensuite, la loi, le feu, le sang, les titres, les noms, ne serait qu'un long retentissement de ce pas. Et pourtant une question cruelle glissante venait de se ficher dans mon esprit comme l'écharde de bois de l'aime après-midi. Si Étienne revenait, pourquoi du Cambon l'avait-il amené dans ce fiacre comme un invité et non comme un prisonnier? Quelle parole, quel pacte?
Quelle trahison avait couvé sur le trajet, à l'abri de la pluie? Et si le vrai feu, celui qui consume sans bruit, n'était pas dans leur torche, mais dans un document que je n'avais pas encore lu? Le silence qui suivit fut presque insoutenable. La pluie tombait, drue, tissant un rideau d'argent entre nous et le reste du monde. Étienne, trempé, se tenait immobile sur la première marche. Derrière lui, du Cambon, figé, serrait toujours la copie que je lui avais remise. La foule hésitante se dispersait un peu sous l'averse. Les torches mouraient une à une. Les visages, détrempés, perdirent leur arrogance. Le tonnerre roulait lentement, comme une promesse en attente. Étienne leva enfin la tête. Sa voix, quand elle revint, était rauque, mais sûre. Laissez ces femmes. Cette maison est la mienne. Si crime il y a, je le porte. Le commissaire inspira longuement. Vous êtes libre, monsieur Delorme. Ce mot, libre, eut dans la cour un écho étrange, presque monstrueux. Libre? Étienne eut un sourire amer. Libre, voilà un mot qui coûte cher. Il se tourna vers moi, tendit la main. Viens. Je fis un pas, puis un autre, et ma main alla vers la sienne sans que je le décide. Au contact, la chaleur traversa la pluie. Tu vois, dit-il doucement, ils peuvent me prendre mes terres, pas ma parole. Mais du Cambon reprit, plus sec. Votre parole ne suffit pas. La loi a ses délais, ses tampons, ses cachets. Il y a encore un article, monsieur, que vous n'avez pas lu. Il tira de sa poche un autre papier, humide, couvert de cachets rouges. Le décret de séquestre est signé. La plantation ne vous appartient plus. Vous pouvez rester ici en tant qu'occupant, sous surveillance, mais toute production, tout bénéfice, tout bien matériel est désormais propriété de l'administration impériale. Étienne ferma les yeux, un instant, puis il rit. Un rire bas, épuisé, mais libre, lui aussi. Alors voilà, l'Empire vole les vivants après avoir épuisé les morts. Il leva la main vers le ciel. Regarde, Mawena, ils croient posséder la terre, mais pas une goutte de pluie ne leur obéit. Du Cambon, irrité, fit signe à ses hommes. Repliez-vous, laissez-les sous leur pluie. Il monta dans son fiacre. Avant de refermer la porte, il se tourna vers moi. Madame Delorme, dit-il, avec un mélange de respect forcé et de défi, je vous conseille de quitter ce lieu. Vous n'y trouverez bientôt que la faim et les fantômes. Je répondis sans baisser les yeux. Les fantômes sont déjà là, monsieur. Et ils ont choisi leur camp. Quand le cortège s'éloigna, la pluie s'allégea comme si le ciel, satisfait, nous rendait l'air qu'il nous avait volé. Étienne se laissa tomber sur la marche, haletant. Je m'agenouillai près de lui. Ils t'ont malmené? Il secoua la tête. Ils ont voulu me faire signer une renonciation. J'ai signé un nom qu'ils ne connaissaient pas. Il plongea la main dans sa veste détrempée et en sortit un petit papier plié. Je leur ai écrit ceci. L'amour n'est pas un trouble à l'ordre public. Il en est la mesure. Je ris, malgré la peur qui me serrait encore. Tu es fou. Il sourit. C'est pour ça que je suis vivant. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Les hommes du commissaire étaient repartis, la troupe dissoute. Les colons voisins gardaient le silence, craignant sans doute une riposte des libres. Les cannes, trempés, travaillaient parfois comme messagers entre Saint-Pierre et Fort-de-France. Il mit pied à terre, essoufflé. Ils ont parlé toute la nuit chez le planteur Lobry. On boit, on chante, on jure qu'on va laver l'affront. Ils seront une trentaine, peut-être plus. Du Cambon les laisse faire. Il dit que c'est pour l'exemple. Je sentis ma nuque se glacer. Et Étienne? Baptiste baissa les yeux. On dit qu'il a été transféré au Fort Saint-Louis. On dit aussi qu'un navire part pour la Guadeloupe demain. Il hésita, puis fouilla dans sa veste. On m'a donné ceci pour vous. Un petit carnet relié de cuir, couvert de sel et d'humidité. À l'intérieur, une écriture d'homme, rapide, nerveuse. Je lus les premières lignes et vacillai. Ce n'était pas la main d'Étienne, mais celle d'un notaire. On y parlait du contrat de mariage religieux célébré à huis clos et une demande de homologation civile en instance. Plus loin, un paragraphe évoquait la décision, contraire aux usages, mais non frappée d'interdiction explicite,
si consentement libre et publication régulière sont attestés. Une porte, entrebâillée, une faille dans le mur. Je relevai la tête. Où as-tu trouvé cela? Baptiste se mordit les lèvres. Un commis du greffe. Il n'aime pas du Cambon. Il dit que la loi est la loi, même quand elle déplaît. Mais c'est dangereux. S'ils savent que tu détiens ces papiers, ils diront que tu as falsifié. Ou pire, je rangeais le carnet sous mon corsage contre ma peau, là où même le feu aurait du mal à venir le chercher. Merci Baptiste. Si tu restes, tu risques ta vie. Il sourit, un sourire maigre comme lui. Je cours vite, et j'aime les histoires qui finissent mal pour les hommes qui s'y croient. La chaleur monta vite, l'air tremblait au-dessus des cannes rases. Nous prîmes un bol de bouillon, un morceau de pain. Je fis le tour de la cour, vérifiant encore les seaux d'eau, les sacs de sable, les voies de repli. La vieille mulâtresse, celle qui nous avait accueillis à notre arrivée, posa sa main rugueuse sur mon bras. Je t'ai vu enfant sans nom. Je te vois femme avec un anneau. Tu es devenue la colonne de cette maison. Tiens bon. Je répondis en serrant sa main. Si je tombe, vous tiendrez. Si nous tenons, ils tomberont. Ils arrivèrent entre midi et la première heure. D'abord le bruit, longtemps avant les silhouettes. Sabots, rires, jurons, le cliquetis des fusils contre les étriers, puis les hommes eux-mêmes, vêtus à la manière des planteurs, chapeau clair, visage rouge, moustache luisante de rhum. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la cour, en éventail, avec au centre un homme plus grand, moustache blanche, regard de fer. L'Aubry. À sa droite, un prêtre que je reconnus, le même qui avait célébré notre mariage en tremblant. À sa gauche, un jeune gendarme qui se voulait sûr de lui mais dont la pomme d'Adam tremblait. L'Aubry mit pied à terre, avança de quelques pas. « Où est Delorme ?» Sa voix claquait comme un fouet. Je restai immobile sur la véranda. « Où ils l'ont emmené, là où vous avez voulu qu'il soit. » L'Aubry plissa les yeux. « Et toi, toi qui te fais appeler madame, tu rendras la bague, tu quitteras ces lieux, et tu retourneras au village. » Aujourd'hui, la plaisanterie s'arrête. Je sentis le métal tiède de l'anneau contre mon doigt. Je répondis simplement « Non ». Un murmure traversa la troupe. Quelques fusils se levèrent par réflexe. Célestine derrière moi fit un pas et posa calmement un seau d'eau sur la rambarde. Ce simple geste vida une part de ma peur. J'ignorais comment parler à ces hommes, mais je savais lire désormais, et j'avais des mots qui coupaient. « Monsieur l'Aubry, dis-je, la loi qui vous arrange dit aussi que l'homme né libre reste libre, et que le contrat libre est sacré. Vous crachez sur la loi parce qu'elle ne sert plus vos habitudes. » L'Aubry eut un rictus. La loi, c'est ce que nous disons qu'elle est. Ici, c'est nous qui tenons la terre, et la terre décide des hommes. Le prêtre leva la main, voix tremblante. Mes enfants, n'ajoutons pas le péché à l'abomination. Rendez la maison, et Dieu apaisera sa colère. Je tournai la tête vers lui. Mon père, Dieu était là quand on nous marquait au fer et quand elle, au haut de baptême, se sont évaporées sur nos peaux brûlées. Si sa colère s'éveille aujourd'hui, c'est peut-être qu'il a enfin ouvert les yeux. L'Aubry fit signe. Deux hommes avancèrent avec des torches. Au moment où ils allaient poser le feu aux marches, un cri jaillit de la sucrerie. En bas, 6 menus, 6 jeunes, sortis en courant, brandissant la vieille carabine. Elle n'avait pas de balle, je le savais, elle le savait. Mais le mouvement fut si net, si résolu, que les hommes reculèrent, surpris. Célestine en profita pour renverser son seau. L'eau s'étala en une mare traîtresse, les torches sifflèrent et moururent. Les hommes jurèrent. L'Aubry, rageur, hurla « Assez, brûlez tout !» Alors la cour, comme une gorge, cria en retour. Les travailleurs libres, qui s'étaient tenus à distance, apparurent tout à coup derrière les haies. Ils n'avaient pas d'armes, mais des machettes de coupe, des bâtons, des pierres. Le jeune gendarme pâlit, jeta un regard au prêtre. « Monsieur, peut-être que... » L'Aubry n'écoutait plus. Il vit dans nos yeux ce qu'il ne supportait pas. Non pas la haine, mais la certitude. Et la certitude, pour ces hommes-là, était plus dangereuse qu'un fusil chargé. Tout se passa très vite. Une pierre frappa la tempe d'un cavalier. Il tomba.
Une machette coupa net la hampe d'une torche. Un homme basculant dans la mare se brûla les mains en tentant de sauver sa flamme mourante. Je ne bougeais pas. Je regardais, j'écoutais. Le monde avait changé d'axe. Pas renversé, décalé, suffisamment pour que leur équilibre vacille. Le prêtre, affolé, brandissait son crucifix en implorant la paix. Dans ce chaos, je compris que si nous gagnions cette heure, nous gagnerions la nuit. Et peut-être la suite. L'Aubry, tête haute, retira un pistolet de sa ceinture. Il visa la véranda. Je vis le canon, noir et minuscule, dans une immensité de bruit et de lumière. J entendit le tir comme on entend la cloche des... Une église dans le vent, trop tard pour s'abriter. Le bois éclata près de moi. Une écharde m'entra dans l'épaule, brûlante. Mais je restais debout. Yaël hurla. Je sentis un filet de sang couler chaud le long de mon bras, et je dis très doucement, « Monsieur l'Aubry, vous ratez toujours ce que vous tuez. » Cette phrase, je ne l'avais pas préméditée. Elle sortit de moi avec une clarté presque joyeuse. L'homme cligna des yeux, sidéré un instant par l'absurde précision de mes mots. Ce bref étonnement sauva la minute suivante. Les travailleurs libres s'élancèrent et, d'une poussée, rejetèrent les cavaliers hors de la cour. Le gendarme, voix cassée, cria enfin l'ordre que sa peur retenait. « Halte, au nom de la loi, reculez !» Ironie, la loi, soudain, était utile. Ils se retirèrent en jurant, promettant de revenir avec plus d'hommes, avec du cambon, avec la justice qu'ils avaient fabriquée sur mesure. La poussière retomba lentement. On entendait encore des sanglots, des respirations hachées, le clapotis des seaux renversés. Je baissai les yeux sur mon bras. L'écharde pendait, longue, comme une dent plantée dans la chair. Célestine l'arracha d'un coup sec. La douleur me fit voir la mer à l'envers. Je m'assis, tremblante, puis je me relevai presque aussitôt. Ce n'est pas fini, ce n'était que l'essai. Yaël serra ma main. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sortis le carnet de ma chemise et le posai sur la table de la véranda, encore poisseuse d'eau et de suie. On va à Saint-Pierre, on ne va pas attendre d'être brûlé comme du bois mort. Nous irons au greffe demander la copie et le sceau. Nous irons au journaliste qui a écrit le scandale. Nous irons chez le curé qui a des yeux pour voir. Nous irons voir le juge, et s'il ferme sa porte, nous laisserons une copie chez sa femme. Nous mettrons la loi devant la... Le vent venu du large portait ce soir-là une odeur de pluie et de sucre brûlé. On disait que les cannes, lorsqu'elles pleuraient sous la chaleur, rendaient hommage aux âmes des esclaves qu'on avait fait mourir debout, les yeux ouverts sur la mer. Moi, je m'appelais Mawena, né sous le fouet, mais baptisé sous le nom de Marie Clarisse par un prêtre qui ne m'avait jamais regardé dans les yeux. En 1852, la liberté n'était qu'un mot qu'on murmurait entre les cases, à mi-voix, car la peur, elle, n'avait pas été abolie. Mon maître s'appelait Étienne Delorme. Il vivait seul dans la grande maison blanche du Morne Rouge,
isolé entre les plantations en sommeil et les souvenirs d'un monde disparu. Pendant des années, il avait erré dans ses propres couloirs comme un fantôme, ne parlant qu'à son chien et à l'écho de ses regrets. On racontait qu'il avait perdu sa femme lors de la grande épidémie de fièvre jaune. Depuis, on disait aussi qu'il avait fermé son cœur comme on scelle une tombe, jusqu'au jour où il décida d'acheter cette femme. Ce fut un matin lourd de brume. On nous avait fait aligner dans la cour de la mission, sous le regard froid des notables venus choisir, comme on choisit un meuble ou un cheval. Je me souviens du bruit des bottes sur la pierre, du craquement du cuir et du goût métallique de la honte. Étienne Delorme ne parla pas. Il observa seulement, longuement, silencieusement. Quand son regard croisa le mien, quelque chose vacilla. Je ne sais si c'était la pitié ou une simple curiosité, mais ce regard, je ne l'oubliai jamais. Nous fûmes 7 à monter dans la charrette qui descendait vers sa plantation. Célestine, grande et fière, au regard de braise. Yaël, à la voix douce mais au rire brisé. Amba, si jeune qu'elle croyait encore que tout cela n'était qu'un songe. Puis les autres silencieuses perdues dans leur peur. Je me tenais au fond, les poignets encore marqués par les cordes. Aucun de nous ne parlait, seuls les sabots des bœufs rythmaient notre descente vers ce lieu que certains appelaient déjà la maison des femmes mortes. La demeure de Delorme se dressait comme un souvenir d'un autre temps. Grande colonne blanche, volets bleus mangés par le sel, et au loin la mer, vaste et indifférente. Nous fûmes conduites à nos quartiers, dans une dépendance attenante aux anciens bâtiments de coupe. Il y avait là des lits de bois brut, une lampe à huile, et l'odeur persistante du rhum. Une femme âgée, mulâtresse à la voix rauque, nous servit de la soupe claire et du pain dur. Ici, on ne bat pas, murmura-t-elle, mais on regarde, et parfois, c'est pire. Les premiers jours furent faits de silence et d'attente. Le maître ne venait jamais. On disait qu'il écrivait, qu'il observait la mer depuis sa véranda, qu'il parlait à ses morts. La nuit, pourtant, je sentais son pas hésitant sur le plancher, juste au-dessus de nos têtes. Un pas lent, régulier, presque douloureux. Je m'endormais avec ce rythme, persuadé qu'il portait le poids d'un secret que je ne comprendrais jamais. Une semaine passa, puis il vint. C'était un dimanche, après la messe. Il entra dans notre baraque sans prévenir, vêtu de lin blanc, la peau brûlée par le soleil, les yeux plus clairs que la mer. Il s'assit simplement sur un tabouret et nous regarda une à une. Personne n'osa parler. Puis il dit « Vous n'êtes plus esclave. Vous êtes à mon service. Vous serez payée, nourrie, instruite, si vous le voulez. » Les mots semblaient beaux, mais quelque chose dans sa voix tremblait. On aurait dit un homme qui cherche à se convaincre lui-même. Je ne sus pourquoi, mais il me désigna la première. « Toi, Marie-Clarisse, tu viendras demain à la maison. » Les autres me fixèrent avec un mélange de crainte et de compassion. Célestine murmura « Prie pour que ce soit le travail qu'il veuille, pas ton corps. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. Le lendemain, je montai jusqu'à la grande maison. L'air y sentait la cire, le vieux papier et l'océan. Sur une table, des piles de livres, des cartes, des plumes. Delorme était assis, penché sur un manuscrit. Il leva à peine les yeux. « Tu sais lire » demanda-t-il. Je secouai la tête. Alors il me tendit un livre. « Apprends. » Pendant des semaines, je lui servis de domestique, de main silencieuse pour ses affaires, de présence invisible. Il parlait peu, mais je sentais en lui une fièvre contenue. Chaque soir, il m'enseignait une lettre, un mot, une phrase. Je découvrais que les mots pouvaient être des armes aussi tranchantes que les lames. Un soir, il me fit lire « Liberté ». Il répéta le mot plusieurs fois, comme pour le goûter. Puis il me dit doucement « Ce mot a tué des milliers d'hommes ici, mais il nous survivra, à toi et à moi. » Peu à peu, la maison reprit vie. Les rires des autres femmes se firent entendre. Elles cultivaient, cuisinaient, chantaient. Delorme, lui, semblait se délier de ses fantômes. Les villageois pourtant chuchotaient. « Le blanc fou de la montagne », disait-il. Il veut marier une négresse. L'idée même semblait impensable. Un soir d'orage,
Alors que la pluie tombait comme un tambour de guerre, il entra dans ma chambre sans frapper. Il était ivre, le visage blême. Il tomba à genoux. « Dis-moi ton vrai nom », souffla-t-il. J'hésitai puis répondis « Mawena ». Il répéta lentement comme un mot sacré, puis il pleura. À partir de cette nuit, quelque chose changea. Il ne me toucha pas, mais il me regarda autrement. J était devenu pour lui un miroir où se reflétait tout ce qu'il avait perdu. Sa femme, son honneur, son monde. Il m'apprit à écrire mon nom puis le sien côte à côte. Mais dans la vallée, les rumeurs enflaient. Certains planteurs voyaient d'un mauvais œil cet homme qui traitait ses anciennes esclaves comme des servantes libres. Un soir, un cavalier apporta une lettre, une convocation du gouverneur. Delorme lut, pâlit et dit simplement « Il ne aime pas que on se souvienne que le sang coule de la même couleur. » Les semaines suivantes furent plus tendues. On entendait parfois, la nuit, des coups de feu au loin, des anciens maîtres qui refusaient la fin de leur empire. La Martinique était un volcan de rancune prêt à exploser. Et pourtant, au milieu de cette tempête, un lien étrange se tissait entre nous. Je n'étais plus sa servante, pas encore son égale, quelque chose d'autre, entre lumière et ombre. Parfois, en le regardant, je me demandais, cherchait-il à se racheter ou à se détruire? Un matin, il me dit, « Je pars pour Saint-Pierre, tu viens avec moi. » J'ignorais que ce voyage allait tout changer. Le trajet jusqu'à Saint-Pierre dura toute la journée. La route longeait les plantations dévastées, les champs envahis par les herbes hautes, vestiges d'un monde qui refusait de mourir. Je n'avais jamais quitté le Morne Rouge. Tout me paraissait immense. La mer d'un bleu presque noir, les montagnes fumantes, les silhouettes des cases alignées comme des cicatrices sur la terre. Étienne ne parlait pas. Son visage était fermé, ses mains crispées sur les rênes. De temps à autre, il me jetait un regard rapide, inquiet, comme s'il craignait que je disparaisse. Saint-Pierre vibrait d'une vie que je n'avais jamais vue. Des hommes en redingote, des femmes parfumées, des soldats, des marins, des marchands criant sur le port. La ville puait le rhum, la sueur et la mer. Pour moi, c'était un autre monde, dangereux et fascinant. Nous descendîmes devant une grande bâtisse de pierre, la résidence du gouverneur. 2 gardes nous arrêtèrent. Delorme tendit la lettre de convocation. Je suivis, tête baissée, consciente des regards qui se posaient sur ma peau. Dans le grand salon, un homme à moustache, vêtu d'un uniforme impeccable, l'attendait. Il s'appelait François du Cambon, commissaire impérial envoyé par Napoléon III pour veiller à la bonne transition du travail libre. Il sourit froidement. « Monsieur Delorme, on dit que vous avez des pratiques singulières. » Étienne répondit calmement. J'offre un salaire, un toit et l'instruction. Je ne vois là rien de singulier. Du Cambon rit. Vous traitez vos anciennes esclaves comme des dames. C'est une folie dangereuse. Je restai muette, les mains jointes. Mais je sentis la tension vibrer entre eux comme une corde prête à se rompre. Le commissaire s'approcha de moi, me détailla avec lenteur. « Celle-ci, c'est la préférée, n'est-ce pas? On dit que vous dormez sous le même toit. » Étienne blêmit. « Je vous interdis. » Mais du Cambon leva la main. « Vous oubliez, Delorme. Ici, c'est encore la France. Et la France a ses lois. » Nous repartîmes au crépuscule sous un ciel de cuivre. Sur le chemin du retour, Étienne ne parla pas. Mais je voyais ses doigts trembler. Enfin, il murmura « Ils veulent me faire un exemple. Ils ne supportent pas qu'un blanc partage sa table avec une femme de ta couleur. » Je répondis doucement « Alors pourquoi me garder ?» Il me jeta un regard long, douloureux. « Parce que sans toi, je redeviens ce que j'étais avant, un mort qui respire. » Les jours suivants, l'atmosphère changea à la plantation. Les ouvriers, libres mais méfiants, observèrent de loin la maison. Certains murmuraient que le maître avait vendu son âme aux esprits. D'autres disaient qu'il voulait fonder une nouvelle colonie où noirs et blancs vivraient ensemble. La vérité, je crois, c'est qu'il ne savait plus lui-même ce qu'il voulait. Une nuit, je l'entendis discuter avec le curé du village. La voix du prêtre montait, indignée. « Vous ne pouvez pas.
C'est contre la loi de Dieu et des hommes. » Étienne répondit calmement. « Dieu ne m'a jamais parlé. Et les hommes, je les ai trop entendus. » Le silence qui suivit fut plus lourd qu'un orage. Peu après, il tomba malade. Une fièvre étrange, brûlante. Je veillais à son chevet, changeant les linges, priant les esprits et le Dieu des Blancs tout à la fois. Pendant des jours, il délira. Il appelait un nom de femme, Hélène. Je compris qu'il parlait de son épouse morte. Un soir, entre deux allaitements, il murmura « Elle te ressemble, mais toi tu es vivante. » Ces mots me transpercèrent. Quand la fièvre tomba, il me demanda de lui lire. Oui, lire, car depuis des semaines, j'apprenais encore. Je lui lus un passage de Rousseau que il aimait. Elle est homme et né libre, et partout il est dans les fers. Il sourit faiblement. Voilà pourquoi il me déteste, parce que je crois encore à ces mots. Les tensions extérieures s'intensifiaient. Un soir, la grange fut incendiée. Les flammes léchaient le ciel noir, et les cris des travailleurs résonnaient comme un écho de guerre. Certains disaient que c'était un avertissement, d'autres accusèrent les voisins. Étienne, lui, resta immobile devant le brasier, les yeux vides. « Qu'ils viennent, » dit-il. « Je ne fuirai plus. » Quelques jours plus tard, il m'appela dans son bureau. Sur la table, une petite boîte de bois. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un anneau d'or terni. C'était celui de ma femme. Il est à toi maintenant. Je reculai tremblante. Non, maître, je ne peux pas. Il me coupa. Ne m'appelle plus maître. Si je t'épouse, c'est pour que plus jamais tu ne baisses les yeux devant personne. Je sentis la terre se dérober sous mes pieds. Une part de moi voulait fuir. Une autre, plus profonde, savait que ce moment changerait tout. J'acceptais. Non par amour, mais par instinct, celui de survivre à un monde qui voulait m'effacer. Le mariage eut lieu dans la petite chapelle de la plantation, en secret. Seul le vieux prêtre tremblant et 2 domestiques furent témoins. Quand il posa l'anneau à mon doigt, un vent soudain traversa l'église, éteignant les bougies. Certains auraient dit que c'était un signe. Moi, j'y vis un avertissement. Les jours suivants, la nouvelle se répandit malgré le secret. À Saint-Pierre, dans les salons, on parlait du « scandale Delorme ». Les journaux écrivirent « Un propriétaire blanc épouse une affranchie noire. Dérive morale ou nouvelle ère ». Les autorités s'en mêlèrent. Du Cambon revint, cette fois avec des gendarmes. Je me souviens de ce matin. Le soleil frappait fort. Ils entrèrent dans la cour, sabres au clair. Étienne sortit sur le perron, digne. « Vous êtes en état de arrestation pour outrage à la morale coloniale et trouble à l'ordre public. » Il rit, un rire sans joie. « Alors c'est la morale maintenant qu'on enchaîne ?» Ils l'emmenèrent. Je restai seul, entouré de silence. Les autres femmes pleuraient. La maison, soudain, sembla vide de tout souffle. Cette nuit-là, je montais jusqu'à la véranda, regardant la mer. Au loin, je crus voir la lueur d'E, une lampe sur un bateau, peut-être celui qui l'emmenait vers Fort-de-France. Les jours devinrent des semaines. Je reçus une lettre, écrite de sa main tremblée. « Ne pleure pas, Mawena, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont vu. Garde la maison, ne laisse personne effacer nos pas. Si je ne reviens pas, dis-leur que j'ai aimé une femme libre. » Je cachai la lettre sous une dalle de pierre, là où il m'avait appris à lire. Puis j'attendis. Mais les rumeurs grandissaient encore. Certains disaient qu'il avait été pendu, d'autres qu'il avait été envoyé en France, jugé, oublié. Un soir, Célestine vint à moi, le visage grave. « Ils vont venir brûler la maison, les colons du Sud. Ils disent que c'est une souillure. » Je regardais la grande bâtisse blanche, celle où j'avais appris à lire, à parler, à être autre chose qu'un corps vendu. Je sentis monter en moi une force nouvelle, froide et calme. Alors, dis-je, qu'ils viennent. La nuit qui suivit cette décision eut l'épaisseur d'un voile funèbre. L'air vibrait d'un silence pointu, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Nous avions éteint toutes les lampes, barricadé les volets enterrés dans le jardin, les papiers les plus précieux, et le acte de travail libre signé par Étienne, quelques billets, la lettre qu'il m'avait laissée et que je n'osais plus relire.
Célestine avait rassemblé les femmes dans l'ancienne sucrerie. Yael cousait des sacs de jute remplis de sable pour boucher les brèches. Amba, tremblante mais obstinée, avait appris à charger la vieille carabine rouillée qu'on gardait par superstition plus que par utilité. La maison, dans l'obscurité, ressemblait à une bête blessée qui aurait décidé de mordre avant de mourir. Je passais la nuit debout, sur la véranda, à guetter les lueurs au loin. Par moments, j'entendais des murmures, des rires étouffés, des pas trop nombreux pour être ceux des travailleurs. Je revis dans ma tête la scène de l'arrestation, le froid poli du regard de Ducambon, la manière dont il m'avait effleuré du regard comme on jauge un objet ou un trophée. Étienne avait dit « Il ne supporte pas que nous partagions la table ». Mais ce n'était pas tout. Je sentais sans pouvoir l'exprimer que il y avait autre chose derrière cette colère. La peur de voir le monde inversé. Que les regards se croisent d'égal à égal et que leur vieille certitude de supériorité se dissolve comme du sucre dans elle eau chaude. Vers l'aube, un coq chanta, puis un second, plus proche. Un chien aboya dans la vallée. Je pensais, ils seront là avant midi. Je descendis jusqu'à la sucrerie pour parler aux femmes. Nous nous assîmes en cercle, les mains jointes, et je dis calmement, si la maison brûle, nous survivrons. Si nous fuyons, nous survivrons. Si nous restons, nous survivrons aussi, mais nous déciderons comment. Célestine hocha la tête. Ils veulent voir la peur dans nos yeux. Donnons-leur la cendre de leur propre honte. Une étincelle traversa le regard de Yael. S'ils mettent le feu, nous aurons déjà retiré les poutres maîtresses. Le toit s'écroulera sur la cour au lieu d'engloutir nos cases. Nous partîmes démonter en silence, chacune sachant exactement quoi porter, où poser, comment ne pas faire de bruit. Vers la 3e heure, un cavalier apparut sur la route, porteur d'un mouchoir blanc. C'était Baptiste, un métis maigre qui,